Bonjour et bienvenue dans Entre nous l'émission. C'est en compagnie de Michel Simès que cet été Bijou Plage prend soin de votre cœur et de votre corps. En effet, le docteur de France 5, récemment élu animateur préféré des Français, nous conseille pour passer un été en toute beauté. Alors Michel, malgré tout ce que l'on peut dire ou entendre, est-ce que le soleil est aussi maléfique ou a-t-il des vertus et des bienfaits inconnus ? Alors, le soleil est bon, voire indispensable, parce que c'est lui qui nous permet d'une part de synthétiser de la vitamine D, qui est très importante pour l'organisme, pour le calcium, tout un tas de choses. Sans soleil, c'est très compliqué, on a des problèmes de squelette, de peau, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que le soleil, on en abuse. Et qu'on a ce qu'on appelle un capital soleil à la naissance, c'est-à-dire, pour simplifier, un nombre d'heures maximum à partir du moment si on dépasse ce quota, ce capital soleil, et ben là on risque d'avoir des soucis. Et ça, c'est pas bien intégré dans l'esprit des gens, parce que c'est vrai que c'est sympa d'être bronzé, c'est sympa d'avoir bonne mine, mais le problème, c'est que plus vous vous exposez, notamment dans l'enfance et quand vous êtes jeune, et plus vous grillez votre capital soleil, et plus vous risquez d'avoir des vrais problèmes de santé plus tard. Notamment, on sait aujourd'hui que les coups de soleil sont très délétères pour la santé, surtout quand ce sont nos enfants qui prennent ces coups de soleil. Et le risque, on en parle sans arrêt, c'est les risques de cancer de la peau, de mélanome, qui sont des cancers dramatiques. Donc, pour répondre à votre question, le soleil est indispensable, il faut en profiter. Et puis même pour le moral, enfin là je suis là depuis ce matin, moi qui ai passé tout mon hiver à Paris, voilà, je me mets comme ça, je sens que déjà je vais mieux. Et en même temps, il faut se protéger. Indispensable de se protéger et puis ne pas en abuser. Même pour le bon développement du squelette, le soleil est essentiel ? Oui, parce que la vitamine D, c'est la vitamine qui nous permet de fixer le calcium. Pour prendre l'alimentation le calcium dans l'alimentation, il faut de la vitamine D. Et ce calcium, il va se fixer dans votre squelette. Et puis le calcium a un autre rôle dans l'organisme, mais c'est indispensable. Si vous vivez dans une cave toute votre vie, vous fixez pas, vous n'avez pas de synthèse de vitamine D, etc. Donc il y a c'est vraiment indispensable le soleil. Mais quand on dit le soleil est indispensable, en tout cas les ultraviolets, parce que le soleil, on n'est pas obligé d'avoir un ciel tout bleu et un soleil comme aujourd'hui, mais il faut de la lumière. Voilà, il faut de la lumière, et puis là, tout le monde sait qu'avoir un soleil comme ça, psychologiquement, c'est hyper important. Autobronzant, préparateur de peau, protection, hydratation. La cosmétique autour du produit solaire est de plus en plus développée. Chaque produit a-t-il vraiment son utilité ou l'hydratation suffit-elle ? Non, il faut se protéger, ça suffit pas l'hydratation. L'hydratation est indispensable pour que la peau ne sèche pas, pour que les rides ne se forment pas trop rapidement, pour que la peau vous savez, la peau, c'est un organe qui se renouvelle en permanence. L'hydratation est indispensable. En revanche, l'hydratation ne protège pas contre les excès du soleil. Et quand on parle de protection solaire, il faut impérativement avoir une protection qui soit au-delà de 30, 35, 40 d'indices. Si vous faites une protection à 15, c'est même pas la peine de mettre des trucs, ça sert à rien. Donc il faut vraiment, il y en a même qui disent que c'est le 50 qui est le seul élément vraiment protecteur quand vous mettez de la crème. Moi je sais que quand je mets de la crème, c'est à 50, mes gosses, je leur mets du 50 et ça n'empêche pas de bronzer. Mais puis il faut pas prendre malheureusement pas prendre des crèmes de mauvaise qualité. Donc qui dit mauvaise qualité dit moins cher. Mais en même temps, voilà, il faut des vraies crèmes protectrices. Peut-on dire que la natation reste le sport le plus complet et le plus adapté au bien-être du corps ? Bien sûr, la natation est pratiquement le seul sport où vous êtes en apesanteur, sauf si vous faites du sport dans les navettes spatiales, quoi. Parce que vous êtes porté par l'eau, donc les articulations ne souffrent pas. Et Dieu sait, s'il y a un certain âge, les articulations, vous pouvez les compter. Hein. Et vous êtes dans un élément qui vous permet de tout faire en souplesse, sans aucune pression, ni sur les muscles, ni sur les articulations, ni sur le dos. Et donc après, il faut bien savoir nager, parce que si vous cambrez trop, c'est pas terrible non plus quand vous faites de la brasse. Mais la natation, pour tous ceux qui n'aiment pas le sport ou qui n'en font pas suffisamment, c'est le sport idéal. Et il fait travailler votre cœur. Alors après, il faut du temps. Il faut avoir du temps, parce que quand vous faites de la natation, c'est pas comme quand vous faites un footing ou défoncez pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Là, il faut quand même nager suffisamment longtemps pour avoir un bénéfice. Puis ça dépend de la vitesse à laquelle vous nagez. Mais ça reste...
Bah, ça dépend de la vitesse à laquelle vous nagez, ça dépend quel est l'état de votre santé, de votre cœur, etc. Mais c'est sûr que si vous faites un quart d'heure de sprint, c'est pas comme si vous faisiez un quart d'heure de natation. Mais après, c'est de l'activité physique, il faut le faire avec le temps qu'on a, avec sa santé, avec ses envies aussi, parce que quand on fait du sport, il faut avoir du plaisir. Si vous allez nager à contre-cœur, vous ne profiterez pas. Donc voilà, la natation, je pense qu'il faut minimum nager 3 quarts d'heure, 1 heure pour que ce soit un peu rentable. On a connu le CLU-M6, le powerplate, les massages, l'hydrothérapie, la balnéothérapie. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la cryothérapie. Thérapie véritablement efficace ou juste phénomène de mode? La cryothérapie, elle a été inventée pour les sportifs de haut niveau. Qui, eux, ont besoin vraiment de récupérer après l'effort, après l'entraînement, parce qu'on sait que ça réduit l'inflammation. Quand vous faites un effort, surtout si vous avez forcé un petit peu, vous avez une inflammation qui se crée parce que vous avez fait des petites déchirures sur vos muscles, même si vous n'avez pas mal. Vous avez lésé quand même votre organisme un petit peu, même si c'est pour être bien. Et ça crée une inflammation dans l'organisme. L'inflammation, ça veut dire le gonflement des articulations, le gonflement des muscles, etc. Et la cryothérapie, pour les sportifs de haut niveau, permet de diminuer l'inflammation. Après, faire de la cryothérapie quand on ne fait pas du sport vraiment intensif, je ne vois pas trop l'intérêt. Si ce n'est que cette cryothérapie aujourd'hui est utilisée pour les gens qui ont des problèmes rhumatologiques, parce que surtout les rhumatismes inflammatoires, parce qu'ils sont inflammatoires, la cryo va être efficace. Mais faire de la cryothérapie quand vous avez fait un footing, franchement, je vois pas l'intérêt. Inégalée et inégalable, la mer reste finalement le meilleur des remèdes. Ah bah, ça reste un des meilleurs remèdes quand elle n'est pas polluée. Comme ici. Je crois que ça va, à Cannes, vous avez de la chance. Bien évidemment, la mer d'abord, c'est un élément, d'abord, il y a du sel, puis quand vous respirez là, vous respirez de l'iode. L'iode est indispensable aussi pour le fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde sécrète des hormones qui sont aussi indispensables à la vie. Donc voilà, tout ça est un cycle qui fait que la mer, associée au soleil, et si possible sans avoir le bruit infernal des scooters des mers, ça vous permet d'être un peu dans le calme. Chaque année, les méduses s'invitent sur nos côtes. Existe-t-il une protection inconnue? Si, on a trouvé quelque chose, c'est la combinaison. Voilà, vous prenez une combinaison de plongée et c'est impeccable. Mais alors, il faut la combinaison complète. Hein. Non, on n'a rien trouvé. De toute façon, c'est comme on n'a rien trouvé pour les morsures de vipères avant de s'être fait mordre. Hein. Donc, l'idée, c'est des petits trucs, quoi. Quand vous faites piquer par une méduse, on a la chance ici de ne pas avoir les méduses australiennes qui entraînent la mort tout de suite. Là, ça fait mal, ça brûle. On prend, si possible, une crème anti-solaire, mais sous forme de mousse, ou une bombe de mousse à raser si vous avez ça. Vous mettez ça sur la peau à l'endroit où vous êtes mordu. Vous prenez une carte bancaire et hop, vous grattez pour enlever les vésicules. Et surtout pas, il faut surtout pas tremper ça ou arroser avec de l'eau normale, parce que si c'est pas de l'eau salée, ça rentre dans les petites vésicules qu'on vous a déposées et ça les fait éclater, ce qui entraîne une augmentation de la brûlure. Voilà. Et se pisser dessus, ça sert à rien non plus. Revenons aux nouvelles tendances. Après le bio et le végétarisme, aujourd'hui le vegan a envahi notre quotidien. En tant que médecin, que pensez-vous de ce style de vie qui s'est imposé? Moi, je vais vous dire, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps sur France 5 autour de la viande et on avait invité quelqu'un qui était adepte du vegan. Alors moi je veux bien qu'on soit végétarien, je trouve ça plutôt sain si on n'aime pas la viande et qu'on estime qu'on peut avoir ses protéines autrement, il y a zéro souci. Le végétalisme, je le comprends un petit peu moins, genre rien de ce qui est d'origine animale. Bon, moi ça me paraît déjà un petit peu plus restrictif. Mais le véganisme qui consiste à ne pas porter de chaussures en cuir ou ne pas toucher quoi que ce soit en rapport avec les animaux, moi c'est un truc. Vous savez, pour moi c'est une forme de religion. Une forme de sectarisme. J'ai un peu du mal à comprendre. On est en 2015. Je veux dire, on peut ne pas aimer la viande. On peut porter quand même des chaussures en cuir ou un sac en cuir. Moi, j'ai un peu du mal. Donc, ça s'est pas très très bien passé avec les véganes parce que j'ai eu le malheur de dire que le tofu n'avait pas de goût. Et là, j'ai eu le droit, pour vous montrer le sectarisme de ces gens-là, j'ai eu le droit à des tweets assassins parce que j'avais osé dire que le tofu n'avait pas de goût.
Voilà mon avis. Vous avez récemment été élu animateur préféré des Français. Justement, que ce soit du bon ou du mauvais côté, quelle critique vous touche le plus ? Ce qui est agréable à entendre, c'est à chaque fois qu'on dit des choses sympas sur l'émission que je viens de faire, sur le fait que je fais marrer les gens, sur le fait qu'on trouve que j'ai pas la grosse tête, ce qui pour moi est une obsession. C'est le plus agréable pour moi, c'est quand on me trouve normal. Voilà, c'est pas je ne demande pas qu'on me trouve extraordinaire, juste normal. C'est-à-dire qu'on se dit, on peut lui parler, il est abordable, il a pas gonflé. Donc, à contrario, ce qui me blesse le plus, mais ça c'est pas arrivé, c'est arrivé très rarement, heureusement, c'est qu'on me dise que j'ai la grosse tête. Voilà. Après, c'est des gens, et les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, hein. Mais étant donné que c'est quand je vous parle d'obsession, c'est pour moi c'est quelque chose qui, sans être obsédant, me pose question tout le temps. C'est un métier dans lequel j'ai tellement vu de gens s'emballer et prendre 10 cm de périmètre crânien que je suis très très attentif à ça, et que quand on me dit il a le melon, ça m'emmerde. En tant que professionnel de la médecine, quel regard portez-vous sur toutes les séries qui envahissent de plus en plus nos écrans et qui traitent justement de l'aspect médical ? Alors c'est très difficile pour moi de vous répondre parce que je ne les regarde pas. Vu que je baigne dans la santé du matin au soir, je vous avoue que le soir quand je suis chez moi, je fais tout sauf regarder des séries. Il m'a fallu regarder un peu Dr House parce que il a fallu que je fasse un papier dessus qui était très bien fait. J'ai regardé un Urgence 1 ou 2 fois parce qu'il fallait que je fasse un truc aussi. Mais très franchement, je regarde pas et ça m'intéresse pas, quoi. La santé me passionne, la médecine me passionne, mais de là à aller regarder des fictions sur la santé, je suis pas monomaniaque à ce point-là, quoi. Justement, vous parlez de quoi quand vous ne parlez pas médecine ? Je parle du Paris Saint-Germain, si vous voulez. Je parle de... Non, mais je suis assez ouvert. Je suis pas non plus... j'ai pas le cerveau uniquement pris par ça. Je fais beaucoup de sport. Je fais du vélo, pas mal. Et puis je parle fou. Si vous venez avec moi un jour au Parc des Princes, vous verrez que on dit qu'on perd 100 000 neurones par jour. À partir de 20 ans, je pense que je dois en perdre plusieurs milliards dès que je rentre au Parc des Princes. Bon, je les récupère en sortant, mais je suis assez supporter basique. Vous animez l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, aux côtés d'Adriana Carambeu. Un mot sur le choix de ce duo ? C'est Emmanuel Chin qui a formé ce duo pour les pouvoirs, et on se connaissait pas avant. Et c'est une fille, on s'entend super bien, on est copains, on est amis dans la vie, on est complices à la télé. C'est une fille géniale, quoi. Elle a pas grand-chose contre elle, quoi. Elle est plutôt pas mal, et elle est surtout très intelligente. Elle a beaucoup d'humour, elle est hyper réactive, et puis c'est une bosseuse, elle se plaint jamais. C'est une star, hein, quand même. Elle pourrait le matin, quand on se lève à 5h du mat pour aller, on a tourné à Tokyo il y a 15 jours, on se lève à 5h du mat pour aller manger du poisson au marché aux poissons de Tokyo. Elle pourrait dire, vous êtes gentil, mais on va y aller à 8h. Jamais, mais on en est à la 8e émission, j'ai jamais entendu se plaindre, jamais. Et pourtant, les tournages sont parfois très très physiques. Donc c'est une fille incroyable, quoi. Quels sont vos projets ? Mais moi je vis de projets, donc j'en ai sans arrêt. Dès qu'un truc se réalise, je passe à autre chose parce que j'ai besoin de ça. Donc en télé, comme j'ai la chance que ça marche pas trop mal, j'ai plein de propositions, pas que la télé d'ailleurs, radio, etc. Moi, aujourd'hui, je suis hyper heureux. Je veux continuer ce que je fais. Essayer de lever le pied un peu en termes de planning parce que c'est un peu fatigant. Et je vais continuer le magazine de la santé à la rentrée très probablement. Je vais continuer les pouvoirs.
avec Adriana, je vais continuer Aventure de médecine. Après, là, on vient de faire une émission avec Nagui qui a cartonné, donc voilà, il est probable qu'on va nous en demander d'autres. Vous êtes beaucoup sollicité. Existe-t-il justement un marché porteur autour du nom de Michel Simès? Le risque dans ce métier, c'est que quand on vous fait des propositions, vous disiez oui à tout parce qu'on propose des trucs absolument fabuleux, mais qui ne sont pas dans mon domaine d'expertise. Et à chaque fois qu'on propose quelque chose, je dis ou c'est de la santé et je discute, ou c'est pas de la santé et on propose beaucoup de choses qui sont pas dans la santé et je dis non avant même de rencontrer les gens parce que je ne veux pas sortir. Je suis médecin et je ne veux pas sortir de mon domaine. Voilà, j'ai un domaine d'expertise qui est la médecine où j'ai l'impression de faire correctement ce que je fais. Si c'est pour aller présenter des émissions de variété, des shows pour lesquels il y a 20 mecs sur la télé qui sont 100 fois meilleurs que moi, pourquoi j'irais? Qu'est-ce que vous voulez? J'allais me mettre dans des trucs dont c'est pas mon métier, quoi. Même si peut-être que j'arriverais à animer une émission de variété, peut-être que j'arriverais à animer un show télé, une émission de bande ou tout ce que vous voulez, mais je vais me mettre dans un domaine où Arthur, Nagui, Sébastien, enfin il y a des mecs qui sont des cadors là-dedans. Et moi, j'ai fait mon trou dans la médecine, je veux rester là-dedans. Vous êtes le seul médecin reconnu à la télé. On peut dire que ça vient du fait que vous vous êtes jamais dispersé? Sûrement, et puis je suis médecin, j'exerce encore, je travaille à l'hôpital, dans un hôpital parisien, et puis voilà, j'ai une image de médecin, j'ai jamais cédé aux sirènes, j'ai jamais voulu aller ailleurs, faire autre chose. Ça fait des années qu'on me propose d'autres choses et que je refuse systématiquement, et je pense que ça participe probablement à la crédibilité, à une certaine légitimité, ça participe au fait que les gens écoutent et croient ce que je dis, quoi. C'est important qu'on fasse passer des messages chantés. Comment voulez-vous, même là, par exemple, on me propose, j'ai des projets fiction, voilà. Moi, j'aimerais bien jouer le rôle d'un médecin dans une série, ça me ferait marrer. Mais juste pour le plaisir. J'en sais rien, je suis pas sûr d'être bon comédien, je m'en fous. L'idée, c'est si on me propose, j'essaierai. Mais si je joue un rôle de proxénète dans une série, et que le lendemain, vous venez à l'hôpital me voir et que je vous annonce que vous avez un cancer, vous voyez qui? Le médecin que vous avez en face de vous ou le mec que vous avez vu comme proxénète la veille à la télé? C'est compliqué. Quand on est médecin et qu'on exerce, on a besoin d'avoir la confiance absolue de son patient, sans qu'il y ait le moindre doute sur les compétences. Et pour ça, il faut rester dans son domaine. Merci Michel pour votre présence et ces précieux conseils.